Salut à tous, vous ne les connaissiez peut-être pas avant cette saison, mais maintenant, impossible de les ignorer. Avant leur premier match en France dans l'élite, on avait décortiqué leur CV, maté quelques highlights sur YouTube, mais la vérité du terrain est encore davantage impressionnante. Je parle bien sûr des recrues de Jeep Elite, ces joueurs qui jouent cette année dans l'élite française pour la première fois de leur carrière. Alors que les équipes ont joué en gros une dizaine de matchs de championnat, on a décidé de dresser un top 5 des meilleures recrues de Jeep Elite. J'accueille Vincent, Boris et Étienne, un petit nouveau parmi nous. Salut à tous, ça va les gars? Salut tout le Salut, monde. ça va, merci. Salut. Voilà. Et on embrasse Gabriel qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui reviendra très vite. Bon, les gars, on va pas traîner, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose, alors pour être clair, on n'a pas établi de classement, on a discuté un peu entre nous avant des 5 joueurs qu'on voulait évoquer. Je vais vous lancer tout de suite. Tiens, Boris, on va commencer par toi. Est-ce que parmi ces joueurs dont on a un peu discuté en amont, pardon, il y en a un que tu as envie de mettre en avant, il y en a un qui te saute un peu plus aux yeux que les autres? Ouais, un joueur que j'avais découvert du coup en tout début de carrière à Boulazac et qui, après pas mal de saisons à l'étranger, est revenu en France et donc en Jeep Elite pour la première fois, c'est Ovi Soko, du coup du Mans, qu'on avait failli voir l'an dernier en Jeep Elite du côté de Nanterre et qui finalement s'était désengagé pour reconduire l'expérience de la télé-réalité anglaise Love Island contre un gros chèque. Du coup, qu'on avait finalement pas vu fouler les parquets ces dernières années et qui avait fait une petite pige en Angleterre pour garder le rythme et donc qui a signé cette année au Mans dans un rôle qu'il a découvert pour le coup, le poste 5, puisqu'il n'y avait jamais réellement joué dans sa carrière. Et fort est de constater que dans le système d'Elric Delors, sur cette nouvelle position, il s'est parfaitement adapté avec un très très gros impact. Pardon. On n'a pas pu voir jouer le Mans beaucoup en début de saison parce qu'ils n'ont pas pu enchaîner les matchs du fait de leur calendrier, etc. Mais là où vraiment il s'était révélé à mes yeux là, sur le début de saison, c'était sur le match contre Bourg, si je ne dis pas de bêtises, autour de Noël, où il avait vraiment fait une fin de match énorme, où il domine tout le quatrième. Et il permet au Mans vraiment de s'imposer. Donc vraiment, ouais, Ovi Soko, joueur en plus super spectaculaire, top rebondeur là cette année, qui s'adapte parfaitement pour sa première saison en Jeep Elite, du coup, après des expériences solides en Europe, notamment du côté de Murcie, qu'on avait vu en Final Four, euh, remporté par l'AEC à l'époque, de BCL. Alors, je me permets de balancer quelques petites stats pour Visoko. Cette saison en JP Elite, c'est 17,6 points à 51%. Il y a 50% aussi à 3 points, même s'il ne prend pas beaucoup de tirs. Ouais, sur un petit volume. Ouais, sur un petit volume. 7,4 rebonds, 19,9 déval. Étienne, c'est aussi un joueur qui te marque dans ce début de saison en JP Elite au Visoko? Bah après, c'est globalement un joueur qui m'emballe plutôt par l'ensemble de ses prestations. Et c'est un petit peu à l'image aussi du recrutement du Mans qui, je trouve, cette année a été vraiment très très efficace. C'est Gabriel qui lâchait un tweet la semaine dernière, il me semble, en donnant ce ressenti comme quoi Le Mans réalisait peut-être une de ses meilleures saisons depuis sa saison où ils étaient champions. Et si on peut rajouter en plus Dovi Soko, on voit qu'il y a quand même de beaux éléments dans cette équipe, à l'image de Ben Force ou de Kaza Kamedikin et aussi Williams Nara si on parle du côté des Français. Mais ouais, c'est une équipe qui est très très séduisante. Et pour moi aussi, le coach n'y est pas pour rien. Il fait vraiment un super boulot et on voit que il monte de plus en plus en puissance. Là, il est sur une série de 2 matchs à 25 et demi d'évaluation, donc c'est très 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 bon. Il a juste eu une petite performance un petit match où il s'est un petit peu plus loupé contre Pau où il a terminé avec à 7 déval avec un shoot un petit peu en difficulté 2 sur 11 mais il prenait quand même ce soir-là 11 rebonds donc c'est vraiment un joueur très très intéressant. Après l'échantillon est de 8 matchs pour l'instant donc ça reste un petit échantillon mais ça nous donne déjà un bel élément d'analyse on va dire sur la qualité de ce joueur. Vincent, je te vois acquiescer. Comment tu décrirais, toi, le style d'Ovi Soko? C'est beaucoup de puissance, d'explosivité aussi?
J'étais en train de vérifier la taille justement de Dovi Soko. Il a 2 m 1. C'est typiquement le genre de poste cinq De proie. quatre qui joue exactement, qui peut performer, enfin typique de proie, quoi. On voit pas ça. On n'est pas habitué à des postes 5 finalement aussi petits. Je dis bien, je mets ça entre guillemets parce que voilà, 2 m 1 quand même. Mais c'est petit pour ce poste-là normalement. Mais il est assez. Il est explosif quand même, je trouve, sur son premier pas. En fait, il est pas mal trouvé sur ce qu'on va dire les short rolls un peu, ce qui est pick and pop, pick and flare, si on veut parler un peu technique. Je le trouve super bon là-dessus. Il est bien trouvé à chaque fois. Il arrive bien à enchaîner. Il pose énormément d'écran et derrière, il est très bon sur le roll. Et sur son premier pas, il est assez rapide pour tout de suite aller claquer le dunk. C'est vrai que souvent, il est assez explosif. Il va souvent terminer fort au cercle et je le trouve difficile à défendre sur ces situations-là. Donc ouais, non, c'est un joueur oui, qui est très efficace. Et pour le coup, juste pour rebondir là-dessus, je trouve que là où il a réussi à se réinventer un peu, c'est qu'effectivement, de base, c'est quand même un joueur très, très face au cercle, bon, du fait qui jouait plutôt poste 4. Et là, on l'a vu sur des situations beaucoup plus proches du panier, etc., davantage travailler et réussir à être relativement efficace, du coup, proche du cercle, davantage dans le post-up. Donc, c'est assez intéressant. Et son volume au rebond aussi, par rapport à ses dernières saisons en Europe a énormément augmenté. Donc pour le coup, il se fait parfaitement à tout ça, en jouant bien sûr sur ses qualités de puissance athlétique, parce que c'est un énorme athlète, mais pour le coup, il s'est vachement bien adapté, et c'est surtout ça qui est impressionnant, parce que moi, sur la qualité du joueur, j'avais pas trop de doutes. En revanche, sur le fait qu'il arrive à se fondre dans ce rôle-là, avec d'autres poste 4 un peu plus au large dans l'équipe, j'étais un peu plus sceptique, et au final, ça marche parfaitement. Donc, Eric Delors a été très inspiré sur ce coup-là, effectivement. Étienne, je rebascule avec toi. Est-ce qu'il y a un autre joueur parmi ceux qu'on a évoqués en amont qui te plaît particulièrement, dont tu as envie de nous parler, de souligner l'apport? Je sais que c'est ton chouchou, mais Marcos Knight, le poste 2 américain de Monaco, vraiment un joueur que j'aime beaucoup regarder. Au niveau des statistiques, en 8 matchs de Deep Elite, il était à 12 points et demi de moyenne, 4,5 rebonds, euh, 1,8 passes décisives et pour 12,9 d'évaluation. Finalement, on n'est pas à l'image de Vissoko, on n'est pas trop surpris que ce soit un bon joueur. Ça reste quand même le MVP du championnat allemand, de la bulle du championnat allemand. Donc c'est vraiment un joueur, comme je l'ai dit, agréable à regarder, très utile au collectif. Il a une qualité de pénétration qui est assez incroyable et des qualités de finisseur aussi qui sont hyper intéressantes. C'est vrai que quand on le voit jouer, il a pas le physique entre guillemets d'un poste 1-2 classique. Il est assez carré avec un style pas toujours hyper académique, mais il a une qualité aussi de pénétration intéressante et un petit shoot à mi-distance quand il est en mouvement qui est très intéressant. Et Pour pour le la petite décrire, anecdote, c'est. Ouais, vas-y, continue, Étienne. je disais qu'au niveau de ce qui est intéressant avec ce joueur aussi, c'est qu'en plus d'être un scoreur, bon, il fait quelques passes. Il en avait fait une qui était très très belle à Rob Gray lors d'un dernier match. Mais aussi, il prend énormément de rebonds. 4,5, c'est quand même énorme pour un joueur extérieur. Et ça montre D'un mètre que, 88 ans. ouais. Et lors des mauvais soirs, par exemple, des soirées difficiles comme le match contre Boulazac où il termine à 4 sur 15 au shoot, il prend quand même 6 rebonds. Donc c'est vrai que c'est le genre de joueur que les coachs aiment en général, des joueurs qui sont scoreurs, mais qui lorsqu'ils marchent un petit peu moins bien, arrivent à faire d'autres choses et à compenser un petit peu avec leur méforme au foot. Alors, Vincent, pour décrire un peu le style Marcos Knight, donc c'est une petite boule de muscle qui a la particularité d'avoir un cou extrêmement petit et un talent S'il en a un. inversement proportionnel à la taille de ce cou, et qui est beaucoup dans la percussion. C'est un peu le complément parfait de D-Boss et Rob Gray sur les lignes arrière à Monaco. Oui, oui, parce qu'il a, comme disait Etienne, cette capacité de percussion et du coup de ressortir les ballons ou même ce qui se fait beaucoup maintenant d'aller envoyer les grands au alley-oop et avec Mathias Le Sort, ça c'est quand même plutôt pas mal pour conclure derrière.
C'est le joueur typique pour moi de Zvezdan Mitrovic. Là encore, je reviens un peu à ce que disait Etienne. Il est assez irrégulier, c'est le bémol qu'on peut lui faire en attaque, mais du coup, c'est un gros défenseur. De par son physique, ce côté boule de muscle, etc., il va toujours être avec le torse. Il a beaucoup de présence et du coup, de ce côté-là, c'est pour moi le joueur qui colle parfaitement à Zvezdan Mitrovic, quand en plus tu peux le mettre euh, avec des D-Bost qui défend très dur aussi, avec Abdoulaye Ndiaye qui est quand même connu pour ça. Euh, et puis du coup, le côté Rob Gray, lui, plutôt offensif. Donc oui, non, c'est un très bon joueur. Il est très, très tonique. Tu parlais aussi de la taille et de ses rebonds. Il va haut, quoi. Même sur ses shoots, des fois, tu vois qu'il est très gainé. Quand ça, après dribble, ça part très vite. Et c'est tonique et explosif. Boris, Ouais. tu poursuis sur. Pas des tonnes de choses à rajouter, juste pour compléter, effectivement, le fait qu'il prenne pas mal de rebonds, ça lui permet aussi de beaucoup pousser la balle en transition. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça, t'as pas besoin d'avoir le relais de l'intérieur, etc. Et ça te donne beaucoup d'opportunités derrière de paniers plus faciles. Donc ça, c'est cool. Et là où je le trouve très fort, en fait, c'est sur l'attaque du close-out. Où il enchaîne souvent sur un pull-up ou des choses comme ça. Effectivement, il prend pas mal de tirs mi-distance en sortie de dribble. Et là-dessus, il est redoutable avec une vraie palette offensive derrière sur la finition, où il peut finir de pas mal de manières différentes. Après, malgré tout, c'est un joueur qui est très créatif, mais qui crée beaucoup pour lui-même. Et le petit bémol, effectivement, c'est quand on regarde son volume de passes décisives, qui reste faible pour un poste arrière, surtout créateur. Et à date, il crée davantage pour lui que pour les autres. Et c'est vrai que le petit bémol en attaque, ce serait peut-être du fait qu'il porte quand même pas mal la balle, d'avoir un volume de passes décisives plus important pour un joueur de son poste et de sa qualité, quoi. Surtout qu'il est un On peu a parlé. irrégulier du coup au scoring. Enfin, ça va ensemble, mais il est parfois un peu irrégulier au scoring et à l'adresse. Enfin, pour moi, par exemple, c'est Alors, pas forcément, en tout cas, après, on a fait que 8 matchs, mais encore un potentiel. C'est pas un potentiel MVP, par exemple. Mais c'est aussi lié au fait que Monaco a une équipe assez complète, des mecs qui peuvent scorer d'un soir à l'autre. C'est aussi lié à ça, je pense. Notamment à l'arrière, on, où c'est très dense. on a parlé de la Jeep Elite aussi. Je voudrais qu'on souligne aussi son apport en Eurocup, où, hormis les 4 matchs d'Europe Grey, c'est lui le meilleur scoreur de Monaco. Et c'est lui aussi un peu l'âme, le moteur de cette équipe qui réalise une très belle saison européenne et une très belle saison en Jeep Elite. On rappelle qu'ils sont à 7-1 après avoir perdu le match en ouverture contre Boulogne. Vincent, allez, c'est toi qui a l'honneur de nous présenter le troisième joueur, un joueur que tu voudrais évoquer parmi ces recrues qui brillent en Jeep Elite. Ouais, j'en parle pas mal depuis le début de saison déjà, mais c'est Tomer Ginat. Pareil, c'est pas forcément le plus flashy. On a deux autres joueurs qui vont arriver après qui vont être un peu plus flashy justement. Mais j'aime beaucoup Tomer Ginat parce que c'est typiquement pour moi le poste 4 moderne, très au large, qui est capable Alors de faire. rappelle-nous où il joue, Ouais, qui il pardon, à est. Boulogne, ouais, au Metropolitans de Boulogne. euh, qui est capable de shooter, qui est très bon, je trouve, sur la vision du jeu. Je trouve il fait tout bien. En gros, voilà, c'est vraiment un joueur que j'apprécie, qui a un QI basket assez élevé. C'est un joueur que j'apprécie voir et qui colle plutôt bien à la philosophie de Joris Dutch. Donc j'aime beaucoup ce joueur. Alors, Tomer Ginat, c'est ce joueur israélien formé et qui a commencé sa carrière professionnelle en Israël. C'était pas un inconnu hein, là-bas. Il est dans le meilleur 5 en 2019 et en 2020. Boris, est-ce qu'il te séduit, toi, pour cette première année en France et même cette première année hors de son pays? Ouais, complètement. Il a vraiment très vite trouvé son rôle dans cette équipe et c'est malgré tout un peu un stabilisateur et celui qui apporte de la consistance à l'équipe. Et comme tu le disais, effectivement, c'est un mec qui a une solide expérience, qui a que 25 ans. Physiquement, il pourrait en paraître plus, mais pour le coup, qui a 25 ans et du coup, qui a quand même une marge de progression intéressante et ce serait pas étonnant de le revoir à plus haut niveau en Europe, potentiellement en France, mais en tout cas dans les compétitions européennes. Et c'est vraiment un bon signe, je trouve, de réussir à attirer ce genre de profil en Jeep Elite, justement, parce qu'il était courtisé par d'autres grosses écuries, notamment localement Le le Maccabi. Maccabi.
Bon, il n'aurait pas eu le même rôle forcément, notamment sur le poste 4 où il y a des casse-pieds, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est un très bon signe. C'est un mec qui a du potentiel, qui sait faire pas mal de choses, effectivement, qui est dans ce profil du poste 4 moderne. Et réussir à attirer aussi ce type de joueurs avec des backgrounds et des profils différents, pas toujours des ricains, etc., tout en leur donnant des rôles majeurs. Je pense que pour le développement de notre basket, le fait de rendre la Jeep Elite plus attractive et d'être aussi compétitif dans les compétitions européennes en ayant une variété de profils, c'est vraiment top. Donc, ouais, complètement. Tomer Ginot au Metropolitan, super fit et très belle pioche. Étienne, pareil, même sentiment, poste 4 moderne, qui sait faire beaucoup de choses sur le terrain. Ça, ouais, je trouve qu'il a aussi une belle belle qualité de passe, pardon, pour un poste 4, comme disait Vincent, un bon QI basket. Donc, bah, comme vous l'avez dit, c'est un joueur qui a fait pratiquement toute sa carrière en Israël, son début de carrière en tout cas. Donc, le fait qu'il s'adapte à la France, c'est vrai qu'on se dit souvent enfin, les joueurs français, eux, s'adaptent, c'est normal, mais quand t'arrives d'un autre pays et que tu dois t'adapter, pardon, à un tout nouvel environnement, c'est vrai que c'est compliqué. Et lui, très vite, il a réussi à s'adapter. On peut penser, par exemple, là, c'est un petit peu différent, mais lui, c'est un joueur européen, mais on pense à d'autres joueurs américains qui ont un peu plus de mal à s'adapter au territoire français. Bah, lui, son adaptation a été très rapide, surtout dans un contexte pas facile, avec une raquette qui a été très vite décimée, avec au début une absence d'Alilovic, puis ensuite une absence de Shikoko. Marey qui arrivait à un moment donné et qui est reparti maintenant, et Alilovic qui est de nouveau out, et un nouveau Knocked joueur out. qui va arriver. Donc c'est pas facile aussi pour un poste 4 de s'adapter, alors que le poste 5 change assez régulièrement. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tu fais bien de le souligner. Les gars, je voudrais qu'on passe. C'est moi qui vais choisir le prochain joueur dont vous allez me parler. Parce que, alors, de là à dire que j'étais pas d'accord, mais je voudrais qu'on parle de Philippe Scrub, que vous avez tous décidé de mettre en avant. Donc, le poste 2 de Limoges, qui ne tourne que, entre guillemets, à 11,4 points par match, donc qui est loin des top joueurs du championnat au scoring. Et pourtant, il fait l'unanimité parmi vous, messieurs. Boris, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ben, alors déjà, même s'il a un style un peu atypique, c'est un vrai bon et beau joueur de basket dans le QI, etc. Même s'il a une mécanique de tir qui peut être parfois un peu atypique, même dans son style, etc. Mais ça reste un vrai joueur de basket pour le coup. Et en fait, la création du CSP, pour le coup, passe par lui. Tout passe par lui à Limoges. Il y a eu pas mal de problèmes sur le poste 1 notamment, avec des Marcus Nelson qui est parti, une nouvelle recrue, etc. Et pour le coup, il a énormément compensé ça. Il porte beaucoup le ballon à Limoges et il est vraiment, comme aiment dire nos amis d'envergure, un vrai initiateur du jeu au CSP. Il joue beaucoup le pick and roll à la fois pour lui et pour des intérieurs, notamment Boutielli, etc. Et c'est vraiment le dépositaire du jeu du CSP. Et donc, même si les stats sont pas forcément ronflantes, je trouve que c'est vraiment une top recrue, un peu à l'image de Ginat, sur des profils un peu différents de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en Jeep Elite, où on fait beaucoup venir de ricains avec pas forcément énormément d'expérience, etc. Là, c'est un joueur établi du circuit qui est vraiment, super intéressant. Donc voilà pourquoi Phil Scrub a mon goût. Et même quand sur le scoring, il a été parfois un peu plus en difficulté, il a compensé ça par, au moins d'un point de vue statistique, pardon, par son apport en termes de passes décisives sur ces matchs où il était plus dans le dur. Il a, si je ne dis pas de bêtises, de bons chiffres en termes d'adresse, notamment extérieure. Donc voilà pourquoi Phil Scrub, même si effectivement il y a pas mal de mecs avec des statistiques plus ronflantes que lui. Alors, tout à fait, hein, tu parles des chiffres, je les ai sous les yeux. Il est à 50% au tir, il est plus de 51,2% à 3 points en tentant quasiment 5 tirs à Ce qui est 3 un bon points par volume, match. du coup. Donc, ouais, un bon volume et une belle adresse. Étienne, Philippe Scrub, c'est pas un inconnu non plus sur le circuit. On rappelle il a terminé meilleur scoreur du championnat allemand en 2018. Est-ce qu'il répond à ce que tu attendais de lui? Est-ce que c'est le joueur que tu t'attendais à voir?
Globalement, après, c'était pas le joueur que je connaissais le plus. Et Limoges, je vais être honnête, c'est pas l'équipe que j'ai regardé le plus depuis le début de saison en termes de nombre de matchs. Mais c'est vrai que en plus d'apporter en JP Elite, il apporte énormément en BCL, une compétition où Limoges est malheureusement éliminé. En 5 matchs, il tournait quand même alors je vais regarder, ouais, il tournait à 18,4 points. Donc c'est vrai que ça reste aussi un joueur qui est ultra à droite à 3 points. Il fait partie des meilleurs shooters de la ligue aujourd'hui, sur une densité de shoot qui est quand même plutôt intéressante, avec 5 shoots tentés en moyenne par match et 2,5 de convertis par match. Donc ouais, c'est une belle recrue et qui va dans comme ce qu'a pu être dit, qui va dans la philosophie de ce que Limoges veut proposer en termes de contenu. Je rebondis Vincent, ouais, vas-y. sur ce que disait tout à l'heure Boris quand il disait que le jeu du CSP Limoges il était dépositaire pardon, du jeu du CSP Limoges. C'est exactement ça, je dirais même presque dépendant, quoi, parce que avec quand tu as Nicolas Lang, Hugo Invernizzi, c'est pas des gars qui vont être capables de créer, de jouer beaucoup autour du pick and roll avec le dribble, etc. Donc il est vraiment hyper important dans ce rôle-là pour créer à la fois pour lui et pour les autres, comme le disait Boris. Il est surtout, en plus, on a beaucoup parlé aussi de l'apport du banc de Limoges. Alors c'est un peu plus équilibré avec l'arrivée de Speedy Smith, mais il manquait à la fois sur le 5 de départ avec donc Lang et Mernisé, comme je disais, mais à la fois sur le banc où ça apporte peu de scoring. Il est hyper important dans tout ça, dans le scoring et dans la création. Puis je trouve que c'est un artiste, un joueur qui est beau à voir jouer. Mais est-ce que justement, comme vous le dites, dépositaire du jeu de Limoges, on ne pourrait pas lui reprocher quelque part le bilan de Limoges qui est modeste, hein, 4-4 en championnat, éliminé de la BCL. Est-ce qu'on ne peut pas attendre un peu plus de lui, d'un joueur avec un tel CV et un tel talent comme vous le décrivez? Pour le coup, je ne sais pas si c'est de lui qu'il faut en attendre plus, ou plutôt des autres tours. Le projet de Mehdi Mari est plutôt clair, va dans le bon sens. Ça manque peut-être un peu de talent à Limoges, effectivement, et de profondeur, mais le projet, en tout cas, va plutôt dans le bon sens sur le moyen terme. Donc je pense qu'il faut être patient, laisser cette équipe travailler, et peut-être qu'en rajoutant une ou deux pièces pour le coup autour, c'est là où ça donnera la pleine mesure du potentiel de cette équipe et de Scrub, mais je suis pas sûr que c'est en forçant un peu plus ou en essayant d'être plus décisif que ça apporte forcément beaucoup de solutions. Puis tu parlais de la BCL, il y a quand même beaucoup de matchs qui se jouent à. Bon, ils sont pas tous perdus, mais il y a beaucoup de matchs qui se jouent à pas grand-chose et voilà, ça peut basculer presque de l'autre côté. Et puis 4-4 pour Limoges, pour moi, ils auront quand même un bilan positif, mais je les vois pas non plus, comme disait Boris, ils n'ont pas une équipe avec un talent énorme et je les vois pas spécialement, je les vois pas par exemple dans le top 5, quoi. Donc, d'où ce bilan 4-4 qui est pour moi assez honnête, quoi, pour l'équipe. Hasard de la discussion, on a gardé peut-être le meilleur pour la fin, messieurs, de ce petit top 5 des recrues du championnat. Il nous reste à évoquer Bonzi Colson, le joueur de Strasbourg. Étienne, est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de lui? Qui est-il? D'où vient-il? Où va-t-il? C'est actuellement le meilleur score de la JP League déjà. Ça, c'est un point qui me paraît important. Il doit être à 18, ouais, 18,9 points par match, poste 3 américain. Ça fait enfin, par rapport à la saison dernière à Strasbourg, c'est vrai qu'on se dit que Strasbourg ne pouvait que faire mieux par rapport à la saison un petit peu compliquée qu'ils avaient vécue la saison dernière. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce joueur et on parlait des irrégularités pardon de certains joueurs. C'est vrai que lui, par contre, il est très régulier. C'est aussi Ah, sa il marque ne de connaît fabrique. pas, ouais. Il est à 56,9% de shoot, enfin de réussite au tir. Et son pire pourcentage, c'est 40% lors de la défaite contre le Portel, où il marque que 14 points, que 14 points. Mais vraiment, c'est un joueur qui est très précis, très peu de déchets. À 3 points, il est un petit peu moins à l'aise, où il tourne à 33% de réussite, mais sur une densité qui est pas non plus énormissime avec, enfin, c'est 3,6 shoots par match, donc c'est quand même une belle densité, mais c'est pas énorme non plus, quoi.
Boris, je vais te poser une question cash, là, je vais mettre les pieds dans le plat comme ça. Est-ce que c'est le joueur le plus talentueux du championnat, Bonzi Colson? En tout cas, sur le début de saison, sans parler de valeur intrinsèque, je dirais oui, très clairement. Et c'est vraiment le fruit, je pense, du travail de Nicolas Alberani. C'est vraiment un très bon choix. C'est un joueur qui est clutch. On l'a vu sur des analyses un peu plus tactiques, etc. Et c'est quand même quelque chose qui est super important. On en parle souvent avec un David Holston, par exemple. Mais le fait d'avoir ce type de joueur-là pour finir des matchs, c'est précieux et c'est une grosse qualité. Et l'autre avantage, c'est sa polyvalence, entre guillemets. Et en fait, dans cette équipe de Strasbourg, il peut quasiment jouer à côté de tout le monde, que ce soit sur le secteur intérieur ou extérieur, du fait de son profil d'ailier polyvalent, à la fois sur les postes un peu 3-4. Ils ont pas mal de profils comme ça dans l'équipe. Et du coup, il peut vraiment jouer avec toutes les combinaisons sur le terrain et être associé à plein de mondes différents. Et donc, ça apporte aussi beaucoup d'options selon les situations et selon l'adversaire, même si c'est une équipe qui joue plutôt petit. Et du coup, je trouve que vraiment, c'est une super pioche. C'est un joueur qui est hyper plaisant à voir jouer, qui a une palette aussi très diverse, qui peut finir de plein de manières différentes parce qu'il est costaud. Et du coup, même à l'intérieur, il peut finir plus proche du cercle. C'est pas un mec qui a des pourcentages extraordinaires à 3 points, mais malgré tout, qui sont très honnêtes. Et donc, sur lequel tu peux pas faire d'impasse. Donc vraiment super pioche et honnêtement moi c'est le joueur qui me fait le plus kiffer en tout cas depuis le début de saison en JP Elite. Ouais. Vincent, c'est pas, là encore, c'était pas un inconnu, Bonzi Colson, et on sait qu'il a une très très grosse carrière universitaire, des blessures qui l'ont peut-être empêché de faire le jump en NBA. Est-ce qu'on peut dire que là, il peut enfin exprimer le talent qu'on sentait, qu'on pressentait lorsqu'il était en NCAA? Bah, il a confirmé, clairement, on disait, on en avait parlé hein, d'ailleurs sur une de nos vidéos que c'était un gros recrutement. Il a confirmé le choix qu'a fait Strasbourg, il a confirmé les bons propos qu'on pouvait avoir sur lui, euh, puisqu'il porte, enfin pas tout seul, mais il porte quand même cette équipe de la SIG. Il est, comme disait Etienne, très régulier. Il est à la fois, je trouve, smooth, enfin voilà, très très délié, et à la fois hyper physique. C'est assez ce combo-là, ce joueur un peu hybride est assez étonnant, mais je trouve que c'est vraiment ce qui saute aux yeux à le voir jouer. Et donc c'est ouais non, c'est un très bon joueur qui, comme disait Boris, franchement très très plaisant à voir jouer. Et pour le coup, lui aussi, on parlait de Thomas Ginette tout à l'heure, a que 25 ans, finalement, avec du coup du potentiel. Et c'est vrai que ce sera intéressant de voir combien de temps on arrive à le conserver en JP Elite, parce que j'imagine qu'il va être très sollicité euh, à l'intersaison prochaine. Quoi. Puisque disait Boris, je reviens un peu sur ce que disait tout à l'heure aussi sur les 5 que peut proposer Strasbourg. Des fois, il joue poste 3 avec One White en 4 et Cavalière en 5. C'est ce qui fait à la fois un 5 qui est petit sur les postes 4-5, mais enfin surtout 5 du coup avec Cavalière, mais à la fois hyper homogène en termes de taille. Et du coup, défensivement notamment, ça apporte vachement de possibilités, notamment tout simplement sur des switches, tu es capable d'échanger sur les écrans, d'avoir beaucoup d'agressivité. De ce côté-là, c'est hyper intéressant. Et offensivement aussi, quand tu as un poste 3 de cette taille, de ce physique, ça permet de poster des fois des joueurs qui sont un peu plus petits, qui sont moins amenés à être habitués à défendre ces situations. Messieurs, on a fait le tour de ces 5 recrues que nous voulions vous présenter. Est-ce que vous avez, pour finir, des petites mentions des joueurs qui n'ont pas pu rentrer dans ce top 5, qui sont à la porte, mais auxquels on pense aussi? Boris, je commence avec toi, tiens. Ouais, bah, Étienne tout à l'heure a parlé de Scott Bamford, qui vraiment est aussi un très très beau joueur pour le coup, très très basket et vraiment kiffant à voir jouer. Alors c'est compliqué de mettre deux morceaux dans ce sujet, mais en tout cas voilà. Williams Naras effectivement sur les Français, Sylvain Francisco qui gagne pas forcément énormément de matchs, mais qui fait ses stats. Qui Après avait je laisserai déjà joué en JP Elite, lui, mais Ouais, alors avec oui, il n'avait pas Levallois. de contrat, il avait pas de contrat pro, mais il avait déjà joué en Jeep Elite, effectivement. Et après, je laisserai la parole aux autres, mais sinon, un Allen Omic aussi qui confirme que c'est
un gros CV qui répond présent malgré tout à Bourg, sans forcément être flamboyant, mais en tout cas très très solide et qui apporte, avant sa blessure, qui apportait beaucoup de stabilité à l'équipe. Étienne, tu as des petits noms à nous balancer comme ça en vrac également? Ouais, alors j'aurais trois noms. Le premier, je pense qu'il aurait honnêtement pu être dans la liste cette année, cette année s'il s'était pas blessé, c'est Chima Moneke qui joue à Orléans. Un joueur, on va dire, très sexy à avoir joué puisqu'il est hyper explosif, très plaisant. Je connais bien son style de jeu puisque je l'ai vu jouer à Quimper la saison dernière. Euh, il est sur, il est sur la lancée de son, de sa saison à Quimper au niveau des statistiques. À part le match, son match de reprise le week-end dernier contre Bourg, où il était forcément un petit peu en méforme, c'est évident. Il était pratiquement sur les mêmes stats qu'il faisait la saison dernière à Quimper, donc passer de Pro B à Deep Elite en gardant les mêmes statistiques, c'est quand même hyper impressionnant. Et puis il avait fait un super match contre l'Asvel qui avait été télévisé, donc forcément ça lui avait au niveau de l'impact, en tout cas ça avait fait ressortir ses belles qualités. Des joueurs qui auraient pu être aussi dans ce top 5, mais malheureusement ils sont partis du championnat. Donc c'est Shannon Evans de Pau, qui faisait un gros début de saison et qui était meilleur scoreur du championnat, et Jalen Adams aussi de Champagne Basket, qui faisait un bon début de saison, mais qui a préféré partir en G-League. Voilà. Vincent, allez, on termine avec toi. Qui tu as dans tes mentions Je passe en dernier, non, il me reste quand même. Mais oui. Oui, évidemment, juste Shannon Evans, clairement, qui était un potentiel MVP sur ses premiers matchs. Pareil, on en avait parlé un petit peu, qui portait Pau sur un début de saison beaucoup plus réussi que ce qu'on aurait pu imaginer. Puisque Et depuis qu'il est parti, c'est compliqué. Hein. Voilà, exactement. Il est parti à Basse-Seir d'ailleurs en Eurocoupe. Et sinon, Hans Van Juin, le Belge de Dijon, le Belge comme l'appelle Boris. J'arrive pas à prononcer son nom, c'est pour ça je veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Je prétends pas savoir le prononcer, mais je tente. Ah, c'était pas mal. C'est d'avoir habité à Lille, ça, je suis pas loin de la frontière belge. Alors, qui est un joueur qui, pareil, quand on avait regardé un peu les vidéos début de saison, moi, me plaisait beaucoup sur son style de jeu. Pareil, poste 4, très au large, voire 4-3, je pense même. Très, très, très au large, avec un bon shoot. Il joue très bien, en tout cas, avec Dijon. Il a un peu plus de 13 points de moyenne, si je ne dis pas de bêtises. On en avait parlé un petit peu donc, sur notre discussion. Et on avait fait le choix notamment de. Il était pas loin de rentrer dans les 5, de passer le cut des 5. Mais il a une marge de progression, il est encore très jeune, et on pense qu'il a une marge de progression assez importante. Mais c'est un joueur qui pour le coup aussi est séduisant et très plaisant à voir jouer. Et juste au rayon des mecs qui sont partis, on l'a mentionné vite fait tout à l'heure quand on parlait de Tomer Ginat, mais Marey des Mets, pour le coup, qui s'il était resté, était là aussi un très beau joueur avec un profil qu'on n'a pas forcément trop souvent en Deep Elite et qui était une belle réussite et un beau recrutement. Dommage qu'il ne soit pas resté, et les Mets doivent encore doublement s'en mordre les doigts quand on voit ce qui malheureusement est arrivé à Alilovic ce week-end. Merci messieurs, et n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, à nous dire dans les commentaires quels sont les joueurs, les nouveaux venus, les recrues de Deep Elite qui vous impressionnent le plus depuis le début de saison. Nous, on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Salut. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.